Je donne la parole à Lydia Thiolan, donc, qui va nous parler du musée Thomas-Henry. Oui, le musée Thomas-Henry, bien sûr, ça n'a échappé à personne, est fermé depuis 2012. Et jusqu'en 2015, il sera toujours fermé. Cette fermeture, elle est l'occasion de faire un inventaire des œuvres et de procéder à de nombreuses restaurations. Cette délibération concerne la restauration de 3 œuvres. Pour 2 d'entre elles, nous demandons, au moyen de la délibération, une aide à la restauration à hauteur de 50%. La 3e nous a été demandée par le Musée des Beaux-Arts de Lyon pour une exposition. Et c'est bien sûr ce Musée des Beaux-Arts de Lyon qui prendra en charge la totalité du financement de cette restauration. Donc ça, c'est la première partie de la délibération. La deuxième partie concerne l'acquisition d'une œuvre. C'est une œuvre de Félix Buot, et Félix Buot, eh bien, nous avons un fonds très important d'œuvres de ce peintre illustrateur du 19e siècle, qui est né à Valognes. Nous avons déjà 167 œuvres de cet artiste, et le souhait de la directrice du musée Thomas-Henry est de faire de notre musée un lieu de référence pour l'œuvre de cet artiste. Donc là, il s'agit d'une toute petite œuvre, une petite eau-forte qui s'intitule Le Poisson volant et qui est estimée à 150 €. Ça reste tout à fait modeste. Merci Lydia. Qui vote non, c'est par anticipation de la délibération suivante. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, délibération du musée de la Libération et donc l'acquisition par voie de donation. Dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération, Louise Le Gall, directrice de nos musées, Michel Baudry, responsable du musée de la Libération, ont souhaité renouveler les collections permanentes du musée. Et dans le but notamment de présenter de façon un petit peu plus précise la vie locale pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, elles ont fait un appel aux dons auprès des habitants. Et dans cette délibération, eh bien, vous trouvez une liste d'objets qui sont proposés à l'acquisition par voie de donation. Donc j'en profite pour remercier très chaleureusement les donateurs, grâce à qui nos collections vont être renouvelées, Madame Combuchène, Madame Lemierre, Madame Hamel et Monsieur Le Petit. Monsieur Huette, vous souhaitiez prendre la parole? Non, c'est l'épisode numéro 2 d'une intervention que j'avais fait il y a quelque temps par rapport à un tableau qu'on n'a toujours pas retrouvé, mais je ne sais pas si vous avez des nouvelles, parce qu'on m'avait demandé d'en donner des descriptifs assez complets, ce que j'ai fait, et puis j'ai pas eu de nouvelles. Alors, ça n'a rien à voir avec cette délibération. Bon, alors je vous propose de soumettre au vote cette délibération, puis après on répondra à la question. Alors, pour cette acquisition par voie de donation, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, question diverse, si on peut dire. Voilà. A-t-on retrouvé le tableau perdu? Non, nous avons mené l'enquête. Pardon, Lydia. Nous avons mené l'enquête. Il faut que tu appuies, Dans nos réserves. Nous avons cherché dans nos réserves, nous avons cherché un peu partout au moyen du descriptif. Nous n'avons pas retrouvé ce tableau qui a donc effectivement disparu. Et ça n'est pas faute d'avoir fouillé dans tous les coins de la réserve. Donc non, pas de traces de ce tableau. Bah, c'est quand même un peu bizarre, c'est quand même un tableau assez conséquent, quoi. Ah oui. C'est à peu près 1,50 m sur 1,20 m. Bon. Et où il était? On ne sait pas. Bah, c'est quand même embêtant, quoi. En tout cas, merci d'avoir attiré notre attention. Oui. C'est une partie de notre patrimoine, donc évidemment, comme d'habitude, on y est attentif, mais là, malgré toutes les recherches, impossible de mettre la main dessus, et pourtant, évidemment, puisque nous avons en ce moment des travaux, ça nous donne l'occasion d'avoir une vue très complète sur l'ensemble de nos réserves et de ce qui s'y trouve. Ok. On va voir donc juridiquement quelle est la suite à donner par rapport à cet élément. Je vous propose de passer donc à la délibération suivante qui concerne donc le 70e, la programmation du 70e anniversaire de la bataille de Normandie. Alors, en fait, là, il s'agit d'une délibération qui présente les projets qui sont menés par le musée de la Libération dans le cadre du 70e anniversaire, mais et évidemment, par cette délibération, nous allons chercher des subventions auprès de l'État, de la région et du département pour ce programme-là. Mais le programme de cet anniversaire à la ville de Cherbourg-Octeville ne se limite pas
à ce qui est présenté dans cette délibération et qui ne concerne que le musée en lui-même. Et je dirai un petit mot à la fin de cette présentation de la délibération sur ce qui constituera l'ensemble du programme de cette manifestation. De façon générale, ce que l'on peut dire, c'est que nous organiserons cet anniversaire du 70e autour de 2 grands axes. Le premier, c'est restaurer une fois encore la place majeure du port de Cherbourg dans l'histoire de la bataille de Normandie, une place qui a trop souvent été oubliée. Et le deuxième axe, eh bien, c'est le sens d'une telle commémoration aujourd'hui, 70 ans après le conflit. Comment peut-on se rapporter à cet événement? Quelle place a-t-il dans notre mémoire? Quelle trace reste-t-il de ce conflit dans nos paysages aujourd'hui? Au Musée de la Libération, en plus de cette rénovation que nous avons évoquée, dans plusieurs salles, il y aura la présentation de 2 expositions temporaires ainsi que l'installation définitive d'un dispositif multimédia. Notons au passage que l'ensemble de ces projets ont reçu le fameux label 70e anniversaire décerné par la région Basse-Normandie. La première exposition temporaire du 1er février au 15 avril s'intitule « La route de la voie de la liberté ». Ce sera une exposition de photographies d'un artiste qui s'appelle Bruno Elisabeth. Ce sont des photographies très étonnantes des bornes kilométriques que vous connaissez, ces bornes qui jalonnent la voie de la liberté et qui aujourd'hui parfois sont complètement invisibles parce qu'elles sont rentrées dans le paysage, parfois sont complètement oubliées et négligées. Du 8 mai au 30 novembre, il y aura une deuxième exposition qui s'intitule « Alliés, ennemis et après ». Une exposition qui reprendra l'histoire de l'évolution des mentalités à Cherbourg-Octeville, des relations avec les États ennemis devenus amis, amis et restés amis, l'histoire de la reconstruction également de l'identité de la ville après l'occupation. À partir du 25 juin, on trouvera un dispositif multimédia dans une des salles qui est la salle qui permet d'avoir une vue sur l'ensemble de la ville de Cherbourg-Octeville. Vous savez qu'on est très bien situé au Musée de la Libération, on a vraiment une vue sur la ville qui est la plus belle de tout le secteur. Une grande tablette tactile sera installée dans cette salle, une tablette sur laquelle le visiteur pourra naviguer et qui lui permettra d'accéder à énormément d'informations, de documents et de photographies d'époque, ce qui permettra de mieux visualiser à quoi pouvait ressembler notre ville à l'époque. Le soir de la nuit des musées, il y aura une déambulation organisée dans la montée des résistants avec la participation de la compagnie EFATA et les habitants du quartier qui ont été mobilisés par le biais de la maison Françoise Giroud. Par ailleurs, nous sortirons un petit guide qui retracera, un guide Unica, qui retracera toute l'histoire de la montagne du Roule, l'histoire du fort du Roule et du musée de la Libération. Et enfin, toujours dans le programme propre au musée, il y aura un cycle de conférences. La première conférence se déroulera le 5 juin et elle sera menée par M. Robert Lerouxvillois, notre historien de ce conflit. Nous écouterons ensuite Stéphane Lamache, Julia Tori, Michel Boivin, à chaque fois sur des sujets qui ont été assez peu abordés jusqu'à présent. Donc ça, c'était le programme propre au Musée de la Libération. Mais comme je vous le disais en introduction, le programme de l'anniversaire, il ne s'arrête pas là. La direction de la culture et la direction de la communication, de la promotion et des relations publiques travaillent ensemble sur ce sujet. Daniel Le Reculé, avec qui je travaille sur cet anniversaire, pourra compléter ce que je vais vous dire là très rapidement pour que vous ayez une petite idée de ce qui va se passer à Cherbourg-Octeville à l'occasion de ce 70e anniversaire. Donc il y aura 3 grandes autres expositions. Une à la bibliothèque Jacques Prévert sur les incidences de la guerre sur la vie locale à travers une exposition d'affiches. À la salle des fêtes, pendant tout le mois de juin, nous aurons une exposition de photographies de Bruno Mercier, de très belles photographies noir et blanc de Blocos, accompagnées de textes d'un philosophe. Là aussi, il s'agit de s'interroger sur ces traces du conflit qui demeurent présentes dans notre paysage, dans notre environnement. Dans les rues de Cherbourg, il y aura une exposition de photographies sur bâche de François Dourlin, superposant des vues de Cherbourg aujourd'hui et des vues de Cherbourg au moment de la Libération. Donc ça, c'est pour les expositions. Il y aura des spectacles. Nous reverrons avec plaisir Les Petites Haines par la compagnie EFATA au mois de février, une pièce chorégraphique consacrée à la Shoah. Nous découvrirons le spectacle Les Voix de la Liberté par le Théâtre en Partance, avec des textes fondés sur des témoignages
des témoignages de soldats de ce conflit. Il y aura également énormément de concerts. Le 22 juin, les 80 musiciens de l'Harmonie, Place Centrale. Le 9 mai, au Théâtre à l'Italienne, un jazz band. Nous verrons le 28 juin le groupe Moulinex qui jouera dans les jardins de l'hôpital maritime. Il y aura du cinéma avec Cinétoile Plage Verte consacrée aux héros et héroïnes. De la littérature pendant le Festival du livre de jeunesse avec 2 ouvrages mis à l'honneur, une BD Normandie 44 et un livre qui s'appelle L'enfant caché. Il y aura des bals populaires. Nous aurons également un lâcher de cerf-volant le 28 juin. Bien sûr, des visites guidées qui reviendront sur le rôle du port au moment de cette libération et nos cérémonies patriotiques pour lesquelles nous inviterons des vétérans et notamment des vétérans anglais. Pour terminer cette présentation, il faut ajouter que nous travaillons en commun avec les autres villes de l'agglomération, avec la Cité de la Mer, avec la communauté urbaine, avec l'Office de tourisme et la Marine nationale, et que nous allons publier, éditer une programmation commune de l'ensemble de ces manifestations, et cette petite plaquette devrait sortir au mois de mars. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, des points particuliers Non, Daniel, pas de... En très bonne collaboration avec Lydia, je crois que Lydia a tout dit. Et effectivement, il y a encore d'autres manifestations qui ne sont pas encore finalisées complètement aujourd'hui, mais nous reviendrons vers vous dans les semaines qui viennent pour vous en donner le détail. Donc on voit maintenant à travers cette programmation qui est très éclectique, qui va au-delà de la simple commémoration, puisqu'elle s'ouvre à la fois sur la réflexion, sur les interrogations et le dépassement, et ce qui est heureux du conflit. Donc on voit que le processus qui avait été engagé, initié notamment par de nombreux partenaires, est en train de converger vers une programmation qui s'étoffe et qui va être très dense, et on ne peut que s'en féliciter. Qui vote contre cette délibération ? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie. Je cède toujours la parole à Lydia pour la délibération suivante qui concerne l'extension des périmètres de protection. Oui, vous le savez, l'ensemble de la basilique de la Trinité est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et ce depuis 1944. De plus, à l'intérieur de la basilique, de très nombreux objets sont classés ou inscrits également. Alors, par cette délibération, il s'agit pour nous de demander tout d'abord que le bâtiment mitoyen donc, qui se trouve façade est de la Trinité, qui est actuellement utilisé comme sacristie, bibliothèque, salle du trésor, soit intégré au périmètre de protection, puisqu'il a lui aussi un intérêt historique. Par ailleurs, étant donné le caractère remarquable de l'ensemble de ce monument, eh bien nous demandons qu'il ne soit plus seulement inscrit, mais qu'il soit classé au monument historique. Ce classement, évidemment, il nous permettrait de solliciter des subventions auprès de l'État et du département en cas de travaux de restauration. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante, mais cette fois-ci concerne l'église Saint-Martin. La demande est exactement la même concernant l'église Saint-Martin. Celle-ci est inscrite dans son ensemble et certains éléments sont déjà classés. Étant donné le caractère remarquable là aussi de l'ensemble de ce bâtiment, eh bien, nous demandons son classement. Alors toutefois, il y a une petite précision à apporter, c'est qu'il y a un élément dans l'ensemble de cette église que nous devons exclure, c'est le porche ouest, qui est un porche qui a été réalisé dans les années 60 en béton, qui est vraiment très maladroit et qui ne peut pas évidemment bénéficier de cette protection. Donc c'est une protection sur l'ensemble, sauf ce petit porche ouest en béton. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'il soit reconnu comme monument historique. 150 ans. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, et enfin, donc, la dernière délibération pour Madame Lydia Thiolan concerne donc une convention
avec la Cité de la Mer. Oui, là aussi, encore une délibération qui concerne le 70e anniversaire du débarquement, puisque la Cité de la Mer prépare pour le printemps prochain une exposition dans ce cadre-là. Elle ne possède pas de fonds documentaires sur le sujet et elle a tout naturellement sollicité la bibliothèque pour la mise à disposition de documents et en particulier de photographies. Or, il se trouve qu'à la bibliothèque Jacques Prévert, nous avons un fonds très important de documents iconographiques. Cette délibération, elle vous présente donc la convention qui sera passée entre la ville de Cherbourg-Octeville et la Cité de la Mer. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.